À l'intérieur du casino, la belle croupière distribue les cartes. Une femme riche arrive avec son bel assistant. La femme apporte un grand sac rempli d'argent liquide. La croupière rayonne immédiatement de joie. La femme rejoint la partie. Les règles sont simples. Devinez rouge ou blanc. Les chances de gagner ou de perdre sont de 50-50e. De manière inattendue, la femme devine correctement. Chaque fois, elle remporte une fortune au casino. En vérité, la femme est une fraudeuse. Elle se déguise souvent en sorcière pour escroquer de l'argent. Avec sa langue d'argent, elle convainc les pauvres de lui remettre leurs économies. 2 semaines plus tôt, elle a soudoyé la croupière. Elles ont convenu que s'il cligne une fois des yeux, elle mise sur le rouge. Grâce à la tricherie, la femme repart chaque fois avec d'énormes gains. Mais le propriétaire du casino est désespéré. Si cela continue, la femme videra le casino. Alors, le propriétaire fixe une règle. Une dernière partie. Cette fois, elle prend la place de la croupière. La propriétaire enlève son manteau, révélant un dos tatoué. Elle s'assoit à la table avec confiance et fait tourner la roue. Alors que la femme hésite, le croupier soudoyé lui fait un clin d'œil en secret. Elle comprend et mise tout sur le rouge. La propriétaire contre calmement, pariant toute la réserve du casino sur le côté opposé. Quand la roue s'arrête, la propriétaire soulève le couvercle pour voir que la femme a encore deviné juste. Alors que la femme bourre frénétiquement son sac d'argent, la propriétaire sort soudain une épingle à cheveux. Ses cheveux tombent en cascade tandis qu'elle dégaine un couteau étincelant. Elle exige que l'argent soit rendu. Les 2 femmes se font face. Le chaos éclate dans le casino. La police fait irruption, menaçant d'arrêter la propriétaire. Elle refuse de se rendre, brandissant son couteau avec défi. Mais la police tire sans pitié. Alors que la propriétaire s'effondre, la foule s'enfuit paniquée. Au milieu du chaos, le bel assistant est blessé en protégeant la femme, mais il insiste pour qu'elle s'échappe d'abord. La femme fuit le casino dans la tourmente, pour découvrir, en atteignant un endroit sûr, que les 2 milliards en espèces dans son sac ont été remplacés par des charmes de diseuse de bonne aventure. La femme réalise qu'elle a été escroquée. De retour au casino, la propriétaire abattue se relève indemne. Elle rejoint le faux policier et l'assistant de la femme dans un éclat de rire. En vérité, les 3 sont complices. Le croupier et le policier sont le même homme portant un masque. Pendant le chaos, l'assistant échange le sac d'argent. Les clients du casino n'étaient que des acteurs. Toute la scène de ce soir était une mise en scène. Pour eux, la vie est une escroquerie exquise après l'autre avec des esprits de haut niveau. Yuniran est la chef du trio. James, jouant le croupier et le policier, est le 2e escroc le plus expérimenté. Le plus jeune, Monguo, est le seul à ne pas vivre d'arnaque. Après ce coup, Yunyang et James se baignent joyeusement dans l'argent chez eux. Seul Monguo prévoit d'arrêter. Il a toujours senti que cette vie ne lui convenait pas. Quand il part vraiment, Yunyang et James ne l'arrêtent pas. Il parie qu'il reviendra seul. Monguo profite de jours paisibles au bord de la mer jusqu'au jour où un parachute atterrit sur la plage. La femme qui en sort le serre immédiatement dans ses bras. Monguo manque de s'évanouir en la reconnaissant. Yunyang continue de troubler sa paix. Elle reste obstinément, observant les météores avec lui dans le village. Pendant qu'il la nourrit, Yuniran oscille entre les humeurs, furieuse qu'il s'épanouisse sans elle, puis se vantant d'être une super génie antisociale et maniaque. Alors que Yuniran s'amusait seul, Monguo reçut un appel de James. Apprenant que James était hospitalisé, ils se précipitèrent à l'hôpital. À l'intérieur, James souffrait de multiples fractures, enveloppé comme une vraie momie. Monguo exigea une explication. Yuniran révéla lentement que l'état de James était lié à une escroquerie ratée. Quelque temps après que Monguo a quitté l'équipe, James a ciblé une riche cible, le président John. En surface, le président John était un philanthrope utilisant sa richesse pour gérer des orphelinats. Mais ce n'était qu'une façade. En privé, il extorquait de l'argent aux églises. Il était aussi un gangster usurier connu comme le parrain de l'économie souterraine de Gangnam. Il détenait un pouvoir absolu au sein de sa famille. Récemment, le Service national des impôts a lancé une enquête sur des fonds illégaux. Pour éviter l'imposition, le président John a caché des dizaines de milliards de wons en espèces. La tâche urgente était de faire passer tout l'argent à l'étranger. Après avoir recueilli ces informations, quelques jours plus tôt,
James a exécuté son escroquerie sur le président John. Pour attirer le président, James a prétendu être capitaine de cargo. Il a délibérément laissé un portefeuille avec des documents dans la salle de bain, s'assurant que le président le trouverait. C'est ainsi qu'ils se sont rencontrés. Comme prévu, James montra au président son navire et ses conteneurs de cargaison, gagnant ainsi sa confiance. Le président contacta ensuite James, lui demandant de faire passer ses marchandises à l'étranger. Cette nuit-là, après que les hommes du président eurent chargé les conteneurs, des acteurs engagés par James firent semblant d'être des inspecteurs fiscaux vérifiant les conteneurs. À leur grande surprise, les conteneurs étaient complètement vides. Il s'avéra que le président John avait vu à travers l'escroquerie de James. Le fait que James soit emballé comme une momie était l'œuvre du président. Après avoir entendu l'explication de Yuniran, le naïf Monguo jura de venger James. Il savait toujours que James avait son numéro en raccourci numéro 1. Monguo en fut profondément ému. Si James le considérait comme de la famille, comment pouvait-il ignorer la détresse de sa famille? Après avoir décidé de venger James, Monguo retourna dans la planque de l'équipe. Un jour, Yunyang ramassa avec excitation une lingerie rouge sexy, prévoyant de séduire le président John elle-même. Mais Monguo posa soigneusement la lingerie de Yuniran, puis éclata de rire. Il énuméra les nombreuses tentatives de séduction ratées de Yuniran, affirmant qu'elle n'avait aucun talent pour flirter. Ces tactiques de séduction videraient chaque cellule romantique d'un homme. Après quelques jours de détente, Yuniran eut une idée brillante. Cette fois, l'accent était mis sur l'aviation. Elle étudia seule les connaissances aéronautiques et l'étiquette des hôtesses de l'air. Avec son intelligence exceptionnelle, Yuniran maîtrisa rapidement tout sans formation formelle. Bientôt, elle se déguisa avec succès en hôtesse de l'air, se fondant dans une compagnie aérienne. Le président John se trouvait justement sur ce vol. À bord, Yuniran jouait l'hôtesse de l'air tandis que Monguo prétendait être le fils illégitime de la compagnie aérienne. Comme prévu, Monguo aspergea le visage de Yuniran avec une gorgée d'eau glacée, provoquant une scène pour attirer l'attention du président. Après l'atterrissage, le président se rendit compte qu'il avait pris la mauvaise valise. À l'intérieur se trouvait une pile d'argent liquide. C'était la mise en scène de Yuniran et Monguo. Ils avaient intentionnellement fait en sorte que Yuniran prenne la mauvaise valise au carrousel. La nuit venue, le président John rendit la valise intacte à Yuniran. Saisissant l'opportunité, Yunyang se lia d'amitié avec le président. Autour d'un verre, elle mentionna négligemment que Monguo était le fils illégitime du patron de la compagnie aérienne. Le président s'y intéressa. Il invita immédiatement Yuniran dans une boîte de nuit, prétendant que c'était un deuxième round. Là, Monguo jouait le rôle d'un fils de riche décadent. Le président saisit l'occasion de passer Monguo à tabac. Il exigea de savoir comment ils avaient fait passer la valise remplie d'argent dans l'avion. Alors que Monguo était sur le point de parler, les hommes du président trouvèrent une vidéo. Elle montrait le véritable fils illégitime du patron de la compagnie aérienne. Son épaule portait un tatouage spécial. Le président vérifia immédiatement et ne trouva aucun tatouage sur l'épaule de Monguo. Comprenant que Monguo était faux, le président n'hésita pas. Il sortit une arme, forçant Monguo à révéler sa véritable identité. Face à la mort, Monguo demanda au président de vérifier son autre épaule. En effet, le tatouage était là. Il s'avéra que la vidéo était une image miroir. Mais cela ne convainquit pas le président de la véracité de Monguo. Sur le chemin du retour, il ordonna à ses hommes de surveiller de près Monguo pour confirmer sa véritable identité. Monguo était déjà préparé. Il joua le rôle d'un fils de riche ennuyé, promenant 4 adorables chiots. Puis il les amena chez un couple riche voisin, créant l'illusion qu'il était le propriétaire des chiens. Les hommes du président capturèrent l'image du fils riche promenant les chiens, réduisant ainsi leurs soupçons. Le lendemain, le président rencontra Monguo et Yunyang. Il leur ordonna d'emmener 2 caisses aux Philippines, leur interdisant strictement de les ouvrir. Yunyang et Monguo obéirent. Ils livrèrent avec succès la marchandise aux Philippines. À leur arrivée, voyant un propriétaire de homais, pension, faire signe au bord de la route, la mémoire de Monguo remonta des années en arrière. À l'époque, Monguo avait été propriétaire d'un homais sur l'île. Yunyang et James avaient été des invités qui avaient réservé le séjour. À ce moment-là, Monguo était tombé amoureux de Yunyang au premier regard. Perdu dans ses souvenirs,
Monguo réalisa soudain qu'il s'était évanoui, tout comme Yunyang. À leur insu, la voiture avait libéré un gaz qui provoqua l'inconscience. Quand Monguo se réveilla, il se retrouva enfermé dans une maison abandonnée. Par la fenêtre, il vit des gardes dehors. De toute évidence, ils avaient été kidnappés. Yoon Yiran se réveilla plus tard et rencontra le ravisseur. L'homme révéla qu'il avait autrefois fait affaire avec le président jeune, mais qu'il avait été dépouillé de ses organes. À présent, il cherchait à se venger. Les 2 caisses du président étaient remplies de drogues illégales. L'homme exigea la coopération de Yoon Yiran, promettant de remettre la drogue à la police coréenne avec son témoignage contre le président. Voyant Yunyang hésiter, l'homme menaça de couper le doigt de Monguo si elle refusait. De manière inattendue, Yoon Yiran ne supplia pas pour obtenir la clémence. Au lieu de cela, elle pria l'homme de ne pas couper le majeur de Monguo. De couper plutôt l'annulaire. Au moins, il pourrait encore gagner sa vie avec. L'homme s'approcha avec un couteau, prêt à obéir à la demande de Yoon Yiran. Au moment où le doigt de Monguo allait être tranché, une voiture fonça soudainement à l'intérieur. C'était le président. En voyant cela, les hommes de l'autre s'enfuirent dans toutes les directions. Reconnaissant, Monguo étreignit le président, le remerciant pour son arrivée héroïque. Plus tard, Monguo réprimanda Yoon Yiran de ne pas s'être soucié de son doigt, mais Yoon Yiran savait que les caisses du président contenaient des dispositifs d'écoute. Elle comprit que l'enlèvement avait été une mise en scène entre le président et l'homme. Heureusement, le jeu d'acteur de Monguo avait été naturel ce jour-là. Elle croyait que le président commençait à leur faire confiance. Bientôt, le président jeune reçut un avis d'enquête du Service national des impôts. La situation était urgente. Il avança son plan de transfert d'actifs, emmenant Yoon Yiran et Monguo dans son coffre secret. Les fonds secrets du président totalisaient 5 milliards. Il exigea que tout l'argent soit expédié à l'étranger en une semaine. Étant donné l'énorme somme, Yoon Yiran imagina un moyen de contourner les contrôles de sécurité. Pendant la haute saison de voyage, les compagnies aériennes ouvraient des couloirs spéciaux de sécurité. Elles prévoyaient d'installer des dispositifs de blindage dans les valises remplies d'argent, bloquant la détection aux rayons X. Les tests confirmèrent que le plan fonctionnait, mais le jour de l'exécution, les choses tournèrent mal. D'abord, un chien policier renifla la valise à la porte d'embarquement. Monguo, qui la portait, fut arrêté sur le champ. Monguo fut rapidement relâché, étant le fils illégitime du patron, mais récupérer l'argent s'avéra impossible. Le président menaça de les tuer tous les deux si l'argent n'était pas rendu. Désespéré, Yunyang croisa un distributeur de prospectus. Voyant le flyer au sol, elle aperçut une opportunité et proposa un nouveau plan. Le président gérait une fondation caritative en faisant de gros dons à l'étranger au nom de la fondation, en affrétant un avion privé, et en emballant des fonds illégaux comme de l'aide humanitaire. Il pouvait faire passer l'argent à l'étranger légalement sous couvert d'aide humanitaire. Le président approuva, tombant entièrement dans leur piège. En vérité, le chien policier avait détecté la valise parce que Yoon Yiran y avait pulvérisé un liquide spécial. Monguo demanda pourquoi elle n'avait pas proposé le plan humanitaire plus tôt. Yoon Yiran expliqua que l'accident mis en scène servait à effacer complètement les soupçons du président. Pendant ce temps, le prétendu dispositif de blindage était en réalité un faux que Yoon Yiran avait préparé à l'avance. En réalité, ce n'était qu'un programme installé dans un ordinateur. Tout ce qui était scanné par cet ordinateur ne montrait aucun contenu réel à l'intérieur. Toutes ces préparations n'avaient pour but que de gagner la confiance du président. L'avion affrété et les fournitures humanitaires étaient la véritable clé. Vint ensuite la deuxième phase de la tromperie. Cette fois, Monguo prétendit être un directeur de fondation rencontrant des dirigeants de compagnies aériennes. Sous prétexte d'aide humanitaire, il réserva tout l'avion. Une fois l'avion affrété, les hommes du président emballèrent 5 milliards dans des caisses, les chargeant sur de prétendus camions de secours. Bientôt, les camions arrivèrent à l'aéroport. D'innombrables caisses de billets furent chargées dans la soute de l'avion. À bord, Monguo demanda discrètement à Yunyang quelle serait la prochaine étape. Mais soudain, le président fit irruption avec ses hommes. Sans un mot, il frappa Monguo. Il s'avéra que le président venait de voir aux informations que le véritable fils illégitime du patron de la compagnie aérienne avait été tué à l'étranger. Réalisant qu'il avait été dupé, le président injecta furieusement de la drogue à Monguo. Mais alors, l'avion trembla violemment.
Les turbulences à l'extérieur étaient extrêmes. Le président se hâta de regagner son siège pour s'attacher. Dehors, l'avion tanguait dangereusement, comme s'il allait s'écraser. Après l'annonce, le pilote essaya de redresser le nez, tentant d'arrêter la descente en piqué. Il ordonna également de réduire le poids en cabine. En tant qu'hôtesse de l'air, Yoon y suivit rapidement les instructions du pilote. Elle retira tous les bagages des passagers, y compris les caisses d'argent du président. Puis le pilote sortit. C'est James. James donna l'ordre. Décompression de la cabine. Yoon Yang poussa la porte, jetant les caisses du président une par-dessus bord, regardant ses 5 milliards de wons disparaître. Le président faillit devenir fou. Yoon Yang saisit le moment, faisant attraper les gilets de sauvetage par Mong-guo. Furieux, le président en enfila un. Espérant récupérer l'argent, il sauta sans hésitation. Il atterrit sur une dune de sable. Par chance, les caisses d'argent étaient à proximité. Alors que le président se réjouissait de les retrouver, il découvrit qu'elles étaient toutes remplies de papier vierge. Il s'avéra qu'après que les caisses d'argent furent chargées dans la soute, James, déguisé en capitaine, les avait échangées dès le début. Désormais, les 5 milliards du président avaient été transportés dans la maison de Yoon Yi-ran par les trois. Yoon Yi-ran et James ouvrirent du champagne pour célébrer tandis que Mong-guo se demandait encore ce qui était vrai et ce qui était faux. Yoon Yi-ran expliqua. Le fait que James ait fait semblant d'être le capitaine pour se rapprocher du président était vrai, mais après avoir échoué à gagner sa confiance, il choisit de se retirer. Le prétendu passage à tabac par le président était faux. En réalité, voyant à quel point le président était méfiant, ils changèrent le plan et intégrèrent Mong-guo dans l'opération. En raison de son honnêteté et de sa simplicité, qui ferait baisser la garde du président avant que le plan aérien ne commence, Yoon Yi-ran avait déjà tout préparé minutieusement. Elle avait calculé les conditions de pression et de décompression de la cabine à l'avance, s'assurant que le plan soit exécuté en toute sécurité. Même James n'était pas resté inactif. Ses os cassés étaient faux. Tout en prétendant être alité, il forgeait des documents du Service national des impôts et travaillait sans relâche, faisant jouer à un ancien camarade de classe le rôle du photographe secret du président. En plus de garder la plus grande partie de l'argent mal acquis, les trois firent un don anonyme d'une partie à une église à qui on avait volé ses terres. Ils dénoncèrent également le président corrompu aux autorités avec des preuves solides, entraînant son arrestation. Une fois tout réglé, Yoon Yi-ran se rendit secrètement dans une petite pièce avec un échiquier, sans en parler à James ni à Mong-guo. L'échiquier devant elle était lié à un incident survenu il y a 25 ans. Il y a des années, Yoon Yi-ran avait été forcé de jouer contre des adversaires masqués en noir. Pour elle, ces mystérieuses figures en noir étaient des souvenirs terrifiants. Désormais, à côté de l'échiquier, un article de presse sur une affaire d'enlèvement se trouvait devant Yoon Yi-ran, avec Mong-guo au centre de celle-ci. 3 mois plus tôt, Mong-guo de l'équipe d'escrocs avait vécu quelque chose. Ce jour-là, une propriétaire de pension familière le contacta, disant que sa fille n'avait pas donné de nouvelles depuis plusieurs jours. Mong-guo alla vérifier. Cette nuit-là, la jeune fille eut un accident de voiture et fut hospitalisée. Bien qu'indemne, elle semblait traumatisée et resta silencieuse. Mong-guo visita son appartement. Elle était étudiante en art. Des affiches dans la chambre le prouvaient. Elle se battait ardemment pour ses rêves. Il remarqua un journal intime et apprit son horrible calvaire. Cela impliquait Yu Mong-han, un critique d'art de renommée nationale. Il avait un œil aiguisé pour l'art, jugeant rapidement l'authenticité des peintures. Sa notoriété médiatique avait grandi ces dernières années. Il y a 6 mois, il devint professeur invité à l'université et rencontra Bora. Mais sous le vernis d'artiste, il était un monstre. Sous prétexte de la mentoriser dans sa peinture, il la harcela à plusieurs reprises. Mong-guo jura de chercher justice pour Bora. Mais cette fois, Yoon Yi-ran refusa de se joindre à lui. Elle croyait que Yu Myung-han n'avait pas d'actif. Elle ne voyait aucun intérêt dans de petites escroqueries. Mong-guo se tourna vers James, l'appelant frère et lui promettant toute sa part. James accepta. Sans Yoon Yi-ran, les deux hommes commencèrent leur plan de vengeance. Ils se déguisèrent en inspecteurs incendie et pénétrèrent dans la maison de Yu Myung-han. Ils installèrent des dispositifs de surveillance partout. Puis commença la surveillance 24 heures sur 24. Ils croyaient que ces dispositifs révéleraient sa véritable nature. La surveillance montra que Yu Myung-han était un narcissique désespéré. Il admirait son propre corps comme un dieu sous la douche.
Il croyait même que sa taille était plus belle que celle des autres. Pire encore, il évaluait souvent des tableaux, déclarant volontairement que des originaux étaient des faux. Il les achetait à bas prix et les revendait à des prix exorbitants. En voyant Yumontan mentir sans honte, Monguo et James le maudirent comme un escroc. Au-delà des fraudes financières, les deux hommes découvrirent que Yumontan était impliqué dans l'achat et le commerce illégal de biens culturels. Ses actions allaient bien au-delà des escroqueries ordinaires. Pendant que les deux hommes étaient occupés à surveiller, Yuniran restait à la maison en quête d'excitation, mais trouvait tout absolument ennuyeux. Alors, elle alla dans une librairie chercher des livres sur Yumyongan. Avec son talent pour absorber rapidement les connaissances, elle mémorisa en un rien de temps le CV de Yumyongan. Elle apprit qu'il s'était spécialisé dans la critique de peintures célèbres et la découverte de nouveaux artistes. Au cours de sa recherche, les yeux de Yunyi tombèrent sur une peinture que Yumyongan avait découverte. Elle représentait une mystérieuse figure en noir. Elle ne pouvait oublier que son traumatisme d'enfance était étroitement lié à cette peinture. Déterminée à en percer les secrets, elle décida de rejoindre l'équipe. James et Monguo mirent Yunyi au courant de leur surveillance. Des jours de monitoring prouvèrent que Yumyongan utilisait des œuvres d'art pour canaliser secrètement des fonds illégaux destinés aux élites politiques. Chaque fois qu'il achetait une peinture avec l'argent de l'entreprise, il créait un faux identique, accrochait le faux dans le hall de l'entreprise, et utilisait l'original pour constituer des fonds secrets pour un président de conglomérat. James conclut que Yumyongan devait traiter avec d'innombrables présidents chèbles. Yuniran y vit une opportunité commerciale et décida de tirer un énorme profit de ce « gros mouton » afin d'appâter Yumyongan. Yuniran avait besoin d'un appât elle-même. Par coïncidence, Yumyongan organisait une vente aux enchères d'art ce jour-là. Elle se déguisa en directrice des achats de la plus grande maison de vente aux enchères du monde. D'un simple coup de stylo, elle acheta plusieurs peintures lors de la vente aux enchères de Yumyongan. Yumyongan saisit immédiatement cette riche et belle mécène et l'invita à dîner après l'événement. Pendant le dîner, Yunirang mentionna intentionnellement que sa maison de vente aux enchères était très optimiste quant à la scène artistique coréenne et prévoyait d'autres actions à l'avenir. Cependant, Yumyongan se révéla plus malin que prévu pour vérifier son identité. Il évoqua délibérément le directeur juridique de la société. Non préparé, Yunyang fouilla dans son sac pour une carte de visite. Alors que le regard soupçonneux de Yumyongan s'intensifiait, James et Monguo aidèrent en secret, recherchant rapidement les détails du directeur en ligne et transmettant l'information via des oreillettes cachées. Bien que Yuniran ait répondu à temps, Yumyongan resta méfiant. En plein repas, il s'excusa pour contacter des connaissances afin de vérifier. Heureusement, Yuniran avait fait ses devoirs. Son itinéraire correspondait exactement aux découvertes de Yumyongan. Ce n'est qu'alors que Yumyongan dissipa totalement ses doutes. Voyant que l'hameçon était fixé, Yuniran abandonna complètement le script. Elle continua à lâcher des sous-entendus et à jouer le jeu de la séduction. Yumyongan sembla sincèrement conquis. Après le dîner, il l'empêcha de partir et lui remit une invitation à une vente de charité. Bientôt, le jour de la vente arriva. Yuniran y assista comme prévu. James se déguisa en chanteur et anima la piste de danse, permettant à Yuniran de danser avec Yumyongan. Au milieu de la danse, elle tenta l'homme en face d'elle. Incapable de résister, Yumyongan la conduisit à son bureau. Profitant du moment, Monguo, déguisé en serveur, sécurisa le verre de Yumyongan et obtint ses empreintes digitales. À l'intérieur du bureau, les mots taquins de Yuniran rendirent Yumyongan fou de désir. Pourtant, même dans la passion, il glissa secrètement des dossiers de règlement de commission dans le coffre-fort. Sans être vu, Yuniran plaça son sac, muni d'un capteur caché, pointé directement sur le coffre-fort. En secret, Monguo obtint avec succès le mot de passe du coffre-fort. Une fois cela fait, Yuniran se replia malicieusement dans les bras de Yumyongan et l'excusa dehors. Monguo intervint immédiatement, utilisant les empreintes digitales pour déverrouiller le bureau et localiser le coffre-fort. Pour gagner du temps, Yuniran continua à flirter avec Yumyongan à l'extérieur, mais un coup de klaxon le surprit, révélant la lampe torche provenant de l'intérieur. Yumyongan ordonna à ses gardes de vérifier le bureau et redevint suspicieux envers Yunyang. Après la vente, Yuniran poursuivit la comédie, se déguisant en peintre célèbre Freda, prétendant vouloir que Yumyongan la découvre en tant qu'artiste en herbe. Elle peignit une version mignonne de la jeune fille à la perle. Mais ses médiocres talents attirèrent les moqueries de Monguo et James. Plus tard,
Elle les emmena rencontrer une vieille connaissance, un artiste faussaire talentueux. Bientôt, ils sélectionnèrent la peinture à reproduire. Grâce à la technique du faussaire, ils créèrent une copie quasi parfaite. Déguisée en marchand, Mongguo la présenta à Yumyongan pour expertise. Pendant que Yumyongan l'examinait, Yoon Hee-ran et James montèrent une diversion à l'étage, se faisant passer pour un président en quête de maison et sa secrétaire. Heureusement, Yumyongan ne remarqua pas la contrefaçon. En voyant le certificat d'authenticité et en entendant la description de Mongguo, il déclara avec excitation que c'était authentique et offrit un prix élevé pour l'acheter, ce qui emplit le trio de joie. Sur le chemin du retour, ils virent par hasard le peintre qui les avait aidés à être arrêtés par la police. Heureusement, les trois se cachèrent à temps et ne furent pas repérés par Yumyongan de l'autre côté de la rue. Puis, Mongguo reçut un appel de Yumyongan, au ton sérieux, fixant une rencontre pour le lendemain. Lors de la rencontre, Yumyongan mentionna directement un nom, demandant à Mongguo s'il le connaissait. C'était le faussaire arrêté. Alors que Yumyongan fixait intensément et insistait, Mongguo paniqua et balbutia. De façon inattendue, Yumyongan s'inclina soudainement pour s'excuser, révélant qu'il avait dénoncé la peinture apportée plus tôt par Mongguo. Il s'avéra que Yumyongan l'avait identifié comme un faux. Tout en parlant, il ne cessait de se vanter, affirmant qu'il était un expert authentificateur d'art sans égal capable de repérer n'importe quelle contrefaçon. Heureusement, il ne vit pas à travers la fausse identité de marchand de Mongguo et lui remit une invitation à une vente de charité. En exposant le faux, Yumyongan gagna davantage d'attention médiatique. Ce n'est qu'alors que l'équipe de Yoon Hee-ran comprit qu'il était bien plus redoutable qu'il ne l'avait imaginé. Mais bientôt, Yoon Hee-ran élabora un nouveau plan pour trouver le registre du commerce d'art de Yumyongan, qui devait contenir des traces des fonds secrets avec des politiciens. Pour l'obtenir, elle se concentra sur la prochaine fête aux enchères organisée dans la villa privée de Yumyongan, où se trouvait son bureau. Elle était certaine que le registre y était caché. Le jour de la fête, Yoon Hee-ran et Mongguo y assistèrent sous leur fausse identité. À l'extérieur, le chanteur invité s'apprêtait à entrer. Comme prévu, James apparut déguisé en agent de sécurité, assomma le chanteur, prit la carte d'invitation et entra hardiment dans la fête. À l'intérieur de la villa, une vente aux enchères était en cours. Yoon Hee-ran et Mongguo se rapprochèrent de Yumyongan, gagnant encore plus sa confiance. Avec un travail d'équipe parfait, Mongguo obtint le mot de passe du coffre-fort de Yumyongan. Ensuite, Mongguo, déguisé en serveur, servit des boissons droguées au personnel de la salle de contrôle, les assomma, pirata tous les moniteurs, utilisa les empreintes digitales pour entrer dans le bureau de Yumyongan et ouvrit le coffre avec le mot de passe. Ils trouvèrent une clé USB cachée. Pendant la copie de la clé, Yumyongan, en bas, remarqua les lumières du bureau et appela immédiatement des gardes. James détourna rapidement l'attention de la foule avec son personnage de chanteur, bloquant le chemin des gardes. Plus tard, Mongguo termina la copie, pulvérisa les gardes pour s'échapper, enfila des vêtements de marchand et acheva la mission. En voyant le regard suspicieux de Yumyongan, Yoon Hee-ran resta calme. Elle conseilla sévèrement à Mongguo d'être prudent et se précipita pour vérifier le coffre-fort. Rassuré de trouver la clé USB encore là, le trio la ramena à la maison. Mais la clé ne contenait pas le registre, seulement d'innombrables vidéos de surveillance. Elle montrait de jeunes peintres enfermés dans des pièces à fabriquer des contrefaçons. Quand ils étaient épuisés, les hommes de Yumyongan leur injectaient des drogues, les forçant à produire sans fin de faux tableaux. Parmi eux, Mongguo remarqua le nom de Bora. Il s'avéra que Bora avait également été piégé là. Pour en savoir plus, Mongguo lui rendit visite à l'hôpital. Face à son inquiétude, Bora révéla enfin toute la vérité. Plus tôt, Yumyongan avait approché Bora sous prétexte de son talent artistique, l'invitant à devenir peintre stagiaire dans sa société. Il avait promis de lui organiser une exposition solo. Pour les étudiants peintres comme Bora, un solo était l'appât le plus tentant. Accrochée à son rêve, Bora crut aux paroles de Yumyongan. Elle se rendit dans une maison comme indiqué et peignit sans relâche pour lui, sans repos. Sous une pression mentale immense, Bora s'effondra peu à peu. Ses peintures commencèrent à montrer des erreurs dans les détails. Yumyongan abandonna alors son masque de douceur et d'hypocrisie. Il déclara brutalement que les compétences de Bora étaient terribles et lui dit de partir avant de ruiner sa carrière. Avant de la laisser partir, Yumyongan rappela à Bora que la pièce était surveillée, prouvant qu'elle avait pris elle-même les drogues. Si cela était révélé,
Bora deviendrait une junkie qui avait déçu sa mère. La nuit où Yu Yong-han la chassa, Bora était extrêmement désorientée. Son esprit était rempli des moqueries de Yu Yong-han. À cause de cela, elle monta dans une voiture sans réfléchir et eut un accident. En entendant l'histoire de Bora, Mongguo fut outré. Il jura de se venger pour Bora et pour tous les jeunes peintres piégés. Mongguo rapporta les plats d'accompagnement envoyés par la mère de Bora. James en goûta un et déclara que la saveur était de l'art pur. Cette simple remarque inspira Yunyang, la conduisant à élaborer rapidement son prochain coup contre Yu Yong-han. Suivant le plan de Yoon Hee-ran, Mongguo se déguisa en marchand pour rencontrer de nouveau Yu Myung-han. Cette fois, il apporta une grande collection de peintures. Yu Myung-han en choisit une peinture à l'huile, la louant comme absolument parfaite. Bientôt, Yu Myung-han apporta la peinture anonyme à une vente aux enchères, détaillant son art impeccable et affirmant que le peintre était un génie encore inconnu. Yoon Hee-ran surenchérit théâtralement à 1 milliard de wons, attirant ensuite Yu Myung-han en expliquant qu'il s'agissait d'un investissement, affirmant que l'ensemble de l'œuvre de l'artiste surpasserait cette pièce. Avidement, Yu Yong-han mordit à l'hameçon. Si la maison de vente de Yoon Hee-ran achetait toutes les œuvres de l'artiste, cela signifierait d'énormes profits pour lui. Il contacta immédiatement son secrétaire pour retrouver les autres œuvres du peintre. Il apprit bientôt qu'un antiquaire possédait une peinture au style similaire. Yu Myung-han se précipita pour l'authentifier, confirmant qu'elle provenait bien du mystérieux peintre. Il offrit le triple du prix et obtint l'adresse de l'artiste inscrite sur le chevalet, un endroit rural. Un vieil homme l'accueillit, affirmant que le peintre était sa tante décédée. Il mena Yu Myung-han dans un entrepôt rempli des œuvres de sa tante. L'homme raconta une histoire vivante. Née dans la pauvreté et les difficultés, frêle et malade, la tante travaillait sans relâche pour acheter du matériel artistique jusqu'à s'effondrer dans une tempête de neige. Captivé par l'histoire, Yu Myung-han offrit impulsivement 3 milliards pour l'ensemble des œuvres. Mais alors Yoon Hee-ran arriva, faisant aussitôt grimper le prix 10 fois plus haut. Maigo, déguisé en marchand, entra dans les enchères, paniqué. Yu Myung-han fit monter le prix à 5 milliards et conclut finalement l'affaire. Après l'achat des peintures, Yu Yong-han organisa à la hâte une autre vente aux enchères. Avant de dévoiler les œuvres, il présenta l'autoportrait de l'artiste jusqu'à ce qu'une femme dans le public se lève, déclarant que le portrait était le sien, non pas celui d'une peintre morte depuis longtemps, mais celui de la mère de Bora, propriétaire d'une pension au bord de mer. Bora entra alors, demandant à Yu Myung-han s'il admirait son travail. Il fut révélé que toutes les œuvres provenaient en réalité de Bora. Quelques jours plus tôt, Yoon Hee-ran avait convaincu Bora de riposter. Sous l'arrangement de Yoon, Bora peignit plusieurs œuvres, y compris le portrait de sa mère, puis les vieillit pour les faire passer pour des reliques. Furieux de la vérité, Yu Myung-han vit ses propres vidéos montrant l'emprisonnement de peintres diffusées sur grand écran. Ses crimes furent exposés, la police l'arrêta sous de multiples accusations. Mongguo se réveilla en sursaut d'un cauchemar. Il se trouva dans une salle d'hôpital. Une petite fille expliqua qu'il allait subir une laparoscopie. La fillette, J, était une autre patiente en attente d'opération. J était incroyablement perspicace. Elle connaissait l'état de Mongguo par cœur comme une petite doctoresse. Yoon Hee-ran, habituellement vive d'esprit, ne pouvait pas suivre cette fillette de 10 ans. Puis un beau médecin entra dans la chambre. Yoon Hee-ran avait commencé à flirter avec lui jusqu'à ce qu'elle le voie tapoter la tête de J. Yoon Hee-ran et J étaient comme deux gouttes d'eau, toutes deux détestaient qu'on leur touche la tête. À cet instant, la grande et la petite fille partagèrent la même indignation. Au cours de leur conversation, Yoon Hee-ran remarqua le diagnostic de J, sténose aortique. Tard dans la nuit, Mongguo vit J, qui avait été joyeuse dans la journée, pleurer seule dans les escaliers. Mongguo rechercha l'état de J en ligne et découvrit qu'il s'agissait d'une malformation cardiaque congénitale nécessitant des hospitalisations fréquentes. Peu après, Mongguo fut autorisé à quitter l'hôpital après son opération. Il donna à J un ours en peluche et lui promit de l'accompagner à la machine à pince lorsqu'il reviendrait pour le retrait de ses points de suture. Quelque temps plus tard, Mongguo retourna à l'hôpital pour le retrait des points, mais J était introuvable. Yoon Hee-ran et James, venus avec lui, virent la mère de J tenant une pancarte de protestation dehors. Yoon Hee-ran se rappela soudain que le beau médecin semblait peu familier avec l'état de J. Elle soupçonna qu'il n'avait peut-être pas été le chirurgien principal de l'opération de J, un soupçon que les recherches de Mongguo confirmèrent. En cherchant J, Mongguo surprit deux médecins chuchotant.
L'un était le beau médecin de tout à l'heure. De leur conversation, Monguo apprit que Ji avait subi une « ghost surgery », chirurgie fantôme, qui avait conduit à un accident médical. Monguo et les autres confrontèrent le docteur Lim, qui avait parlé avec le beau médecin. Le docteur Lim admit la vérité. Le beau médecin était le fils du directeur de l'hôpital, un riche héritier né avec une cuillère en argent dans la bouche. Pour attirer des patients VIP, l'hôpital l'avait présenté comme un chirurgien de génie. Bien que ses compétences soient médiocres, les grandes opérations au fil des années avaient en réalité été réalisées par le docteur Lim. Mais tout le mérite revenait au beau médecin. L'opération de Ji ne fit pas exception. Ce jour-là, l'hôpital programma plusieurs chirurgies VIP pour le docteur Lim. Quand ce fut le tour de Ji, le docteur Lim, épuisé, commit une erreur critique. L'enquête de James révéla que le docteur Lim avait été premier de sa promotion en faculté de médecine, mais les dettes de sa famille l'avaient forcé à devenir le chirurgien fantôme du beau médecin. Tout avait été orchestré par la mère de ce dernier, présidente de l'hôpital. La présidente classait les patients selon leur richesse, retardant les opérations pour les patients ordinaires tout en priorisant les VIP qui payaient d'avance. Après la chirurgie ratée de Ji, le docteur Lim supplia pour une autre salle d'opération, mais il fut éconduit par la présidente, qui ne voyait aucun profit à la sauver. Quand le docteur Lim protesta, la présidente le menaça de se concentrer uniquement sur les chirurgies lucratives. Témoin de ces atrocités, Yuni jura vengeance, rendant visite à Ji à l'hôpital où elle vit en elle son propre mois de 10 ans. Avec les efforts de l'équipe de Yoon, Ji fut transféré pour une chirurgie d'urgence, tandis que leur plan de vengeance commençait. Ce jour-là, dans une boutique de luxe, on annonça à la présidente que le sac qu'elle désirait avait déjà été précommandé. Elle brandit sa carte en pierre précieuse noire, la plantant dans la poitrine du vendeur tout en lançant des insultes. À ce moment, Yoon Yiran apparut comme prévu, exhibant sa carte de membre couronne dorée pour acheter le sac convoité par la présidente. Pour la première fois publiquement surpassée, l'humeur de la présidente devint exécrable. Ensuite, Monguo entra dans son rôle de vendeur, faisant sentir à la présidente des bandelettes de parfum imbibées d'allergènes pour déclencher sa toux. Yoon Yiran réapparut alors, prétendant être une médecin miracle qui diagnostiqua avec précision l'état de la présidente et l'exhorta à consulter immédiatement. Peu après, Monguo, déguisé en technicien de maintenance, installa un dispositif d'écoute sous le bureau de la présidente et injecta un médicament dans son café. Comme prévu, la présidente commença à tousser à cause des bandelettes parfumées et des médicaments. Avec la bombe plantée, ce fut au tour de James. Vêtu d'un manteau en édition limitée et entouré d'héritiers aristocratiques, il apparut près de la présidente, vaporisant un parfum qui éveilla chez elle les souvenirs de son premier amour, la laissant totalement conquise. Après l'incident de Ji, rongé par la culpabilité, le docteur Lim disparut. Sans ce chirurgien fantôme compétent, les chirurgies VIP de l'hôpital cessèrent brutalement. Alors que les annulations s'accumulaient, la présidente chercha désespérément des remplaçants. Pour trouver des médecins adaptés, elle se rendit sur un terrain de golf, profitant de l'occasion pour réseauter. Là, James réapparut par hasard. Encore une fois, il appliqua subtilement le parfum qui faisait battre le cœur. Au cours des conversations, il lâcha des indices sur son identité, convainquant la présidente qu'il était un spécialiste en lien avec des patients ultra riches. Impatiente, la présidente l'approcha, espérant que James recommanderait ses clients d'élite à son hôpital. Il arrangea rapidement l'introduction d'un prétendu président milliardaire, apportant du tétagan haut de gamme et un crapaud doré étincelant. La présidente était extatique. Grâce à cette introduction, James gagna pleinement la confiance de la présidente. Après cet incident, les patients affluèrent de toutes parts. Rêvant de gagner des dollars à l'infini, la présidente pouvait à peine contenir sa joie. Lors d'une séance de beuverie avec la présidente, James prit délibérément un appel, mentionnant un autre président fortuné et un médecin légendaire nommé Seoshi, spécialement demandé pour une chirurgie. Au fur et à mesure que leur relation s'approfondissait, James drogua le verre de la présidente, lui provoquant des douleurs thoraciques. Lorsqu'elle fut transportée d'urgence à l'hôpital, James modifia rapidement les scanners CT qu'il avait pris. Les médecins, trompés par les faux résultats, l'avertirent d'un état grave nécessitant une chirurgie immédiate, une procédure que seul le docteur Lim maîtrisait. Juste à ce moment-là, le beau-fils de la présidente localisa le docteur Lim, mais le trouva avec une blessure auto-infligée au doigt, mettant effectivement fin à sa carrière médicale. Avec le docteur Lim écarté,
la présidente se tourna vers la mention de Sochi par James. James révéla que Sochi était le meilleur chirurgien fantôme, ne servant que des clients très haut placés en politique et en affaires. Désespérée, la présidente supplia James d'arranger l'opération. James insinua habilement les honoraires exorbitants de Ciochi. Quand elle jeta un œil au carnet de James, elle reconnut la photo de Ciochi. C'était la femme qui l'avait surenchérie au centre commercial. Enfin, escortée par James, la présidente rencontra Ciochi dans les montagnes. À présent, le grand final de Yoon Yi-ran allait se dérouler. Devant eux, Yoon Yi-ran, déguisé en légendaire docteur Seoshi, dirigeait un groupe d'exercices de santé. Face à la présidente, Yoon exagéra volontairement la gravité de son état. En larmes, la présidente supplia Ciochi de la sauver. Avec la coopération de Monguo, Yoon évoqua les frais de chirurgie exorbitants. Désespérée de vivre, la présidente accepta de payer Ciochi 2,5 millions de dollars sans hésitation. Ravi, le trio célébra jusqu'à ce qu'il compte les fonds transférés et découvre qu'il manquait un zéro. Après confrontation, la présidente insista pour payer le reste du solde après l'opération. Cela piégea l'équipe de Yoon. Refuser l'opération signifiait perdre tout paiement. De façon choquante, Yoon, pourtant sans aucune connaissance médicale, accepta avec confiance de réaliser la chirurgie. Elle présenta bientôt son équipe chirurgicale à la présidente. Pendant l'opération, le beau médecin, fils de la présidente, et d'autres membres du personnel surveillaient l'intervention, sans savoir que James avait trafiqué le flux, montrant une fausse vidéo préenregistrée, tandis que Yoon et Monguo s'amusaient librement dans la salle d'opération. Quand le moniteur tomba en panne et révéla la vérité, le beau médecin devint soupçonneux. James contacta en urgence Yoon, ce qui fit paniquer Monguo. Mais Yoon resta calme, déterminé à continuer avec ses connaissances médicales autodidactes malgré les avertissements de Mon sur les risques de vie ou de mort. Impassible, Yoon prit le scalpel et fit la première incision sur la présidente. À la stupéfaction générale, son talent naturel lui permit de reproduire parfaitement chaque étape chirurgicale, de la manipulation des instruments aux incisions précises, apparaissant aussi professionnel qu'un médecin chevronné. Mais la situation prit bientôt une tournure dramatique. Pendant l'opération, la fausse experte Yoon Yi-ran commit une erreur critique, provoquant une grave hémorragie chez la présidente. Yoon mena rapidement son équipe dans une réanimation d'urgence. Voyant la vie de sa mère suspendue à un fil, le beau médecin fit irruption dans la salle d'opération pour intervenir, bien qu'il n'ait aucune confiance en ses propres compétences médiocres. À ce moment, le docteur Lim arriva à l'hôpital. Le beau médecin supplia le docteur Lim de sauver sa mère et s'excusa pour son manque de respect passé. Mais cette fois, le docteur Lim semblait déterminé, retournant au beau médecin ses propres paroles cruelles et refusant de se soucier du sort de la présidente. Alors que le véritable expert s'éloignait et que la mort de la présidente semblait imminente, Monguo faillit s'effondrer. Mais soudain, Yoon applaudit joyeusement et annonça leur retraite, révélant que la patiente sur la table d'opération était en réalité un mannequin en silicone et fibres. Et même l'intervention du docteur Lim faisait partie du plan de Yoon. À l'origine, le docteur Lim avait été désillusionné par le comportement ignoble de la présidente jusqu'à ce que Yoon lui rende visite. Convaincu par elle, le médecin partagea son souhait d'empêcher que d'autres enfants ne souffrent comme J. Yoon lui donna du ketchup et de la gaze pour simuler une blessure au doigt, mettant ainsi fin à sa carrière médicale. Le médecin accepta et ajouta même une prestation en entrant dans la fausse opération de Yoon afin de donner au beau médecin un avant-goût de sa propre médecine. En apprenant que tout s'était déroulé selon le plan de Yoon, Monguo devint encore plus bouleversé, frustré que Yoon l'ait tenu dans l'ignorance. Yoon expliqua que c'était parce que Mon avait précédemment douté de ses capacités médicales, laissant Mon encore plus sans voix. Après avoir reçu le paiement final, James envoya le véritable scanner CT de la présidente au beau médecin. La présidente découvrit alors qu'il n'y avait aucune cicatrice chirurgicale sur son corps. Réalisant qu'elle avait été escroquée, elle tenta immédiatement de contacter James. Bien sûr, son téléphone était déjà déconnecté. Tandis que la présidente fulminait d'avoir perdu une fortune, le docteur Lim fit preuve de courage. Il se tourna vers les médias pour révéler ses opérations fantômes secrètes et les nombreux méfaits de la présidente. Pendant ce temps, une bonne nouvelle arriva. La chirurgie de J avait été menée avec succès. Yoon Yi-ran offrit à la fillette une machine à pince. En observant l'enfant innocente, Yoon ne put s'empêcher de se rappeler sa propre enfance. La petite Yoon Yi-ran était un génie. À seulement 10 ans,
Elle avait déjà mené des expériences explosives avec du peroxyde d'hydrogène et de l'iodure de potassium. Elle montrait un talent extraordinaire en mathématiques, physique et chimie, ainsi que des idées uniques en art et philosophie. De plus, elle était la fille unique d'un haut dirigeant de l'époque, une petite princesse insouciante. À l'époque, James avait été son garde du corps. Pour son 10e anniversaire, sa famille organisa une grande fête où James reçut pour mission de protéger la princesse. Mais il remarqua bientôt que Yunyang avait échangé ses vêtements avec une autre fille et avait disparu. Alors que la disparition de Yoon semait le chaos à la fête, James et les autres gardes du corps fouillèrent partout, mais ne trouvèrent aucune trace. Après 24 heures de disparition, la famille reçut un appel de rançon exigeant 3 milliards de wons. Les parents de Yoon signalèrent l'affaire à la police. L'équipe d'enquête lança des recherches intensives et des opérations de traçage, mais après plusieurs jours, aucune trace des ravisseurs. James mena également des investigations secrètes sur le lieu de la fête d'anniversaire. Après avoir soigneusement observé la scène et rappelé les événements, il remarqua que la petite Yoon Yiran avait fait signe à une mystérieuse silhouette portant un masque de lapin. Le thème de la fête était Alice au pays des merveilles, et la petite Yoon Yiran considérait tout comme un jeu pour rendre les choses plus excitantes. Elle avait échangé ses vêtements avec son amie. Le costume du lapin comportait des motifs circulaires et carrés, amenant Yoon à croire qu'il s'agissait d'un jeu de puzzle où elle devait se retrouver à partir de ses formes. La petite Yunyang perça rapidement le secret du jeu, localisant des objets correspondant aux motifs dans le parc d'attractions. Elle suivit le chemin jusqu'à une camionnette, seulement pour que le lapin referme la porte de l'extérieur, l'enlevant ainsi. Plus tard, James déchiffra le mystère du jeu en reliant les motifs du lapin au manège correspondant. Il contacta le fabricant du t-shirt du lapin, qui révéla que la personne avait demandé d'étranges motifs sur l'équipement du parc, affirmant que les enfants les adoreraient. Cela suggérait que le ravisseur connaissait bien le lieu de la fête. Pour sauver Yoon plus vite, il vérifia la seule route de sortie du parc, trouvant un supermarché où le propriétaire déclara que quelqu'un avait pris les caméras extérieures. Heureusement, un photographe avait capturé des images montrant un véhicule suspect appartenant au chef de l'équipe d'enquête. James plaça un traceur sur la voiture et la suivit. Tard dans la nuit, il traqua le chef jusqu'à une zone reculée, suivant des empreintes tandis que la maligne petite Yoon Yiran élaborait des plans d'évasion. Elle joua au poker avec son ravisseur, gagnant constamment, puis proposa une partie de cache-cache. Pendant que le ravisseur comptait, elle se cacha dans une salle de stockage et utilisa du peroxyde d'hydrogène et de l'iodure de potassium pour fabriquer des dispositifs explosifs. Minutant parfaitement son évasion, elle déclencha l'explosion lors de l'ouverture de la porte et s'échappa de la villa. En entendant la détonation, James vit Yoon s'enfuir, mais elle fut bientôt poursuivie par le ravisseur. Épuisé, Yoon fut acculé jusqu'à ce que James affronte le kidnappeur dans l'obscurité. Un coup de feu plus tard, Yoon fut sauvé. Aujourd'hui, en réexaminant les indices complexes de l'affaire de kidnapping, Yoon a découvert que Mong-guo, son camarade du même âge, avait lui aussi été impliqué dans l'incident. Après l'enlèvement, Yoon Yang développa un trouble dissociatif de l'identité et entama une longue période de convalescence, tandis que James la quitta pour devenir garde du corps d'un politicien corrompu. Lors d'un événement public, James protégea ce politicien contre des jets d'œufs et de farine venus de la foule, mais fut tout de même humilié par son employeur. Dégoûté, James démissionna. C'est à ce moment-là qu'une Yoon Yiran adulte réapparut dans sa vie. Elle le reconnut immédiatement et lui montra une photo. Après l'enlèvement, l'homme sur la photo avait averti la police au sujet du kidnappeur et reçu une récompense de 3 milliards de wons. Yoon Yiran demanda à James de se joindre à elle pour retrouver cet homme et se venger du ravisseur. À partir de ce jour, James devint le bras droit de Yoon Yang, entamant avec elle une vie d'illusions, de plans et d'arnaques. Récemment, Yoon Yiran découvrit un dossier juridique lié à une affaire de dommages et intérêts. Elle remarqua qu'une femme d'une grande beauté y figurait comme représentante. Yoon comprit aussitôt qu'elle venait de trouver sa prochaine cible, encore plus lucrative. Cette femme, ancienne reine de beauté devenue célébrité publicitaire, avait fondé une marque de cosmétiques générant bientôt plus de 500 milliards de wons de chiffre d'affaires annuel. En apparence, la patronne était vénérée comme une déesse, admirée pour sa réussite et son image parfaite. Mais l'enquête de Yoon Yiran révéla une toute autre vérité. En privé, la femme était cruelle, arrogante et méprisante envers ses employés. Elle exigeait qu'ils se pèsent chaque jour, et si l'un d'eux prenait du poids, elle le ridiculisait sans pitié. Grâce à sa fortune, elle écrasait littéralement les employés les plus modestes.
Chaque fois qu'un salarié intentait une action en justice, elle détruisait sa réputation, quitte à ruiner complètement sa vie. Quelques années auparavant, pour promouvoir un nouveau soin pour la peau, son entreprise avait collaboré avec plusieurs influenceuses beauté. Lors d'une émission en direct, l'une d'elles souffrit d'une éruption sévère et d'une détérioration cutanée après avoir utilisé le produit. Ayant découvert que le soin en était la cause, l'influenceuse intenta un procès contre la marque. Cependant, la patronne fit disparaître l'ingrédient toxique du produit et tenta d'étouffer l'affaire. Au tribunal, l'influenceuse se présenta en tenue provocante, ce qui, dans la Corée du Sud conservatrice, fit d'elle une cible de préjugés. Juge et public la prirent pour une chercheuse d'argent. À l'inverse, la patronne, élégante et éloquente, joua le rôle de la femme d'affaires respectable, symbole de beauté et de justice. Résultat, l'influenceuse perdit le procès, encore et encore. Un mois plus tôt, refusant d'abandonner, elle tenta de faire appel. Mais elle fut trahie par sa meilleure amie, qui avait accepté de l'argent de la société de cosmétiques. Cette dernière envoya depuis le téléphone de l'influenceuse de faux messages donnant l'impression qu'elle poursuivait le procès uniquement pour l'argent et la propriété. Le juge, sans vérifier la véracité de ces messages, crut à la manipulation et condamna l'influenceuse pour diffamation et fausse accusation. C'est alors que Yoon Hee-ran et ses 2 compagnons mirent leur plan à exécution. Yoon Hee-ran commença par saboter la voiture de la patronne, en plaçant un dispositif sur un pneu qui la força à s'arrêter sur le bord de la route et à chercher de l'aide dans un atelier. Déguisé en mécanicien, Mong-guo installa un appareil pour vider la batterie des téléphones de la patronne et de sa secrétaire. Privées de moyens de communication, elles furent contraintes d'entrer dans le garage. Pendant la réparation, Mong-guo copia discrètement toutes les données du téléphone de la secrétaire, qu'il transféra à James, chargé de la coordination à distance. Grâce à ces informations, Yoon Hee-ran découvrit que la patronne s'apprêtait à fabriquer de fausses preuves pour clore définitivement le procès de l'influenceuse. Car dans quelques jours, l'entreprise devait organiser un grand événement de test de produits avec plusieurs influenceuses beauté. Pour creuser davantage, Mong-guo se déguisa en influenceuse célèbre, connue sous le pseudonyme de Masked Lady, et réussit à infiltrer l'événement de l'entreprise. Comme personne n'avait jamais vu le vrai visage de Masked Lady, l'entreprise et les autres influenceuses crurent pleinement à son identité. Les participantes furent invitées à une séance de yoga. Pour ne pas révéler son identité, Mong-guo se résigna à enfiler une tenue de yoga et rejoignit les jeunes femmes athlétiques pour la séance. Malgré ses poses maladroites et son manque d'agilité, la patronne ne se douta de rien. Après le yoga, les participantes furent invitées à tester le nouveau produit de soin pour la peau. Entourée de gardes du corps, Mong-guo ne pouvait que participer passivement à l'événement, sans trouver la moindre occasion d'agir. Heureusement, Yoon Hee-ran eut une idée brillante. Avec James, elle se déguisa en agent de sécurité d'un hôpital psychiatrique, prétendant que Masked Lady, c'est-à-dire Mong-guo, était une patiente échappée. Jouant parfaitement son rôle, Mong-guo feignit de se cacher et en profita pour s'introduire discrètement dans le bureau de la patronne, où il plaça un dispositif d'écoute sous son bureau. Peu après, Yoon Hee-ran et James firent leur entrée, jouant les agents venus capturer la patiente, et exfiltrèrent Mong-guo sans éveiller de soupçons. Grâce au micro caché, le trio découvrit rapidement les projets actuels de la patronne. Elle s'apprêtait à signer un contrat avec une grande marque européenne de cosmétiques, à condition que les échantillons de soins envoyés soient d'une qualité irréprochable. Mais le nouveau produit de la société ne contenait que de simples extraits d'herbes courantes et ne répondait donc pas aux exigences de qualité fixées par le partenaire européen. De plus, pour la cérémonie de signature, la patronne cherchait en urgence une mannequin amateur pour une séance de transformation maquillage. Elle devait avoir une peau impeccable et des traits facilement modifiables. Yoon Hee-ran y vit l'occasion parfaite. Elle se présenta à la gare dans une tenue modeste mais soignée, attirant aussitôt l'attention d'un employé chargé du recrutement de modèles. La patronne fut immédiatement séduite par la peau lumineuse et l'allure naturelle de Yoon Hee-ran. Elle l'invita sur le champ à devenir le nouveau visage de la marque, lui offrant une séance de maquillage en direct. Grâce à sa beauté naturelle et à son charisme, Yoon Hee-ran attira tous les regards pendant la diffusion. Après la séance, la patronne, émerveillée par sa peau parfaite, la complimenta sans réserve. C'est alors que Yoon Hee-ran fit tomber une petite bouteille étiquetée Beauty Water, suscitant aussitôt la curiosité de la patronne. Le lendemain, une employée souffrant d'acné remarqua que sa peau s'était nettement améliorée après avoir utilisé la Beauty Water. Intriguée, la patronne ordonna à sa secrétaire d'en analyser les composants.
Les tests révélèrent une composition riche en éléments naturels et en minéraux bénéfiques pour la peau. La patronne lança immédiatement une recherche sur Internet et découvrit que ce produit provenait d'un lieu mystérieux nommé Fairy Village, le village des fées. Fascinée par le secret de cette eau de beauté, elle décida de se rendre sur place dès cette nuit-là. Dans ce village, toutes les femmes possédaient une peau éclatante. La légende disait qu'un puits magique y offrait la jeunesse éternelle à quiconque buvait de son eau. Pour percer le mystère, la patronne rendit visite à une maison d'édition afin de rencontrer l'auteur du livre sur Fairy Village. Mais cet auteur n'était autre que James, déguisé et prêt à l'attendre selon le plan. Au cours de leur entretien, James affirma qu'aucun homme ne connaissait mieux Fairy Village que son neveu, et proposa de conduire la patronne jusqu'à lui. Arrivé sur place, Monguo, se faisant passer pour un villageois, engagea une conversation anodine avec la patronne dans une maison de thé locale. Pendant qu'ils discutaient, la femme observa avec étonnement la peau parfaite des jeunes filles qui servaient le thé. Même les clientes âgées avaient un teint lumineux, et les étudiantes passant dans la rue brillaient d'une beauté saisissante. La patronne sortit alors la bouteille de Beauty Water que Yoon Hee-ran avait laissé tomber et demanda si quelqu'un connaissait son origine. Contre un peu d'argent, Monguo la mena à ce qu'il appelait Fairy Village. Lorsqu'ils arrivèrent, la patronne découvrit enfin la source légendaire de la jeunesse éternelle. Une fontaine claire et scintillante, censée conserver la beauté pour toujours. Alors qu'elle s'apprêtait à recueillir de l'eau, Yunyo, une jeune fille locale incarnée par Yoon Hee-ran elle-même déguisée, fit son apparition pile au bon moment. La patronne demanda aussitôt si la peau parfaite des filles du village provenait de cette eau de source. Avec la complicité de Monguo, Yoon Hee-ran la conduisit alors dans le grenier familial de Yunyo. À l'intérieur, se trouvaient des dizaines de jarres remplis de cette fameuse Beauty Water, prétendument préparée à partir de l'eau du puits. La patronne en fut convaincue. Cette eau de beauté devait être un remède naturel ancestral transmis de génération en génération. Elle voulut en apprendre davantage, mais soudain Yoon Hee-ran, dans un accès de jeu d'actrice, se mit à courir dans la maison en pleurant. Monguo joua son rôle à la perfection. Il expliqua que, 10 ans plus tôt, une société de cosmétiques était venue à Fairy Village pour commercialiser la Beauty Water. Mais la prime de signature versée avait été volée par le père de Yunyo, qui avait ensuite disparu après avoir tout perdu au jeu. Depuis, Yunyo croyait que la disparition de son père était une punition divine pour avoir enfreint un tabou ancestral. Dans Fairy Village, le secret de la Beauty Water ne devait jamais être partagé avec le monde extérieur. La patronne commença à se montrer inquiète. À ce moment-là, Monguo lui suggéra que Yunyo, le rôle joué par Yoon Hee-ran, payait depuis des années les dettes laissées par son père. Il ajouta que si la patronne achetait le terrain et soldait les dettes de Yunyo, celle-ci pourrait peut-être accepter de partager la recette de la Beauty Water. L'idée séduisit la patronne. Détenir la formule et les droits de brevet signifiait la possibilité d'un profit colossal. Pendant ce temps, Yoon Hee-ran, à l'intérieur de la maison, comptait déjà l'argent avec excitation, impatiente de voir la patronne décider d'acheter le terrain. Mais, contre toute attente, la femme d'affaires n'acheta pas immédiatement. Elle se retourna et partit en direction de la maison de thé qu'ils avaient visitée plus tôt. Pris de panique, James feignit une urgence et contacta discrètement le réalisateur posté sur place pour lui ordonner d'ajouter une scène immédiatement. En réalité, les jeunes femmes à la peau parfaite du salon de thé étaient toutes des figurantes recrutées par Yoon Hee-ran lors d'un casting de film. Lorsque la patronne arriva à la maison de thé, elle observa attentivement les filles et leur demanda si elles utilisaient toute la Beauty Water. Comme prévu dans le scénario, les figurantes avouèrent l'utiliser et affirmèrent qu'elle avait guéri miraculeusement leur acné. Satisfaite, la patronne acheta toutes les bouteilles exposées au comptoir et ordonna à son équipe d'analyser leur composition afin de reproduire le produit à l'identique, dans le but d'en obtenir le brevet exclusif. James et Monguo étaient inquiets. Si la patronne parvenait à copier la formule, elle ne paierait jamais Yunyo. Mais Yoon Hee-ran resta parfaitement sereine. Elle savait que la Beauty Water contenait un ingrédient issu d'une plante rare encore inconnue de la science, rendant impossible toute reproduction par l'industrie cosmétique. Et, comme elle l'avait prévu, l'entreprise échoua à recréer une version authentique de la Beauty Water. Selon le plan de Yoon Hee-ran, les jours suivants, ils continuèrent à influencer subtilement la patronne, afin que l'obsession pour la Beauty Water du Fairy Village s'enracine profondément dans son esprit. Des bouteilles d'eau marquées Fairy Village furent placées à la réception de l'entreprise, et un panneau publicitaire géant vantant les bienfaits du village fut installé juste en face du siège. Ces signaux discrets, combinés, eurent un effet psychologique redoutable. Peu après, Monguo téléphona à la patronne,
prétendant que la famille de Yunyo était en difficulté. Sous l'effet inconscient de ces suggestions, la patronne, incapable de rester en place, se précipita de nouveau à Ferry Village. Là, Yoon Hee-ran avait mis en scène une nouvelle illusion. Sa maison semblait menacée de démolition à cause des dettes de son père. Un ami, jouant le rôle du créancier, exigeait le terrain comme remboursement, tandis que d'autres complices ouvraient discrètement le hangar où étaient entreposés les jarres de Beauty Water. Finalement, la patronne décida d'acheter les terres de Yunyo. Sur la suggestion de Yoon Hee-ran, le créancier fit grimper le prix de manière spectaculaire, poussant la patronne à acheter le terrain pour 4,5 milliards de wons, obtenant ainsi, croyait-elle, la formule magique de la Beauty Water. Après avoir sécurisé la formule, la patronne signa le contrat avec la marque de cosmétiques européenne. Ravie, elle participa à la cérémonie de signature et, ivre de succès, se rendit à Ferry Village pour récupérer la fameuse formule, rêvant déjà d'un avenir glorieux sur le marché mondial. Mais, à son arrivée, elle découvrit un village totalement désert, sinistre et silencieux. Des ouvriers scellaient un vieux puits, avec une pancarte indiquant « Eau non potable ». En interrogeant les travailleurs, elle apprit qu'une mine abandonnée à proximité avait contaminé la nappe phréatique, rendant l'eau impropre à la consommation et aux soins de la peau. Paniquée, elle ouvrit le puits. L'eau y était noire et boueuse. Les ouvriers lui expliquèrent que le site avait été abandonné depuis longtemps. Refusant d'y croire, la patronne suivit leurs indications pour retrouver Yunyo, mais découvrit avec horreur que la jeune fille qu'elle avait rencontrée auparavant n'existait pas. À cet instant, sa secrétaire l'appela. « Madame, la société européenne n'a jamais envoyé de représentant pour signer le contrat. » La patronne comprit enfin qu'elle avait été victime d'une escroquerie magistrale. Sous la direction de Yoon Hee-ran, les influenceuses lésées par les anciens produits de la société s'unirent avec d'anciens employés pour lancer une diffusion en direct. Pendant le live, les employés révélèrent les tromperies et les manipulations de la patronne, diffusant des enregistrements prouvant ses mensonges envers les consommateurs. À partir de ce jour, la femme autrefois intouchable fut anéantie. Ses comptes furent gelés, son empire détruit. Et elle fut recherchée pour fraude financière. Privée de tout, elle finit mendiante dans la rue. Le visage autrefois parfait désormais caché derrière la crasse et le désespoir. Dernièrement, Yoon Hee-ran était tourmenté par des cauchemars récurrents où réapparaissait la silhouette du mystérieux ravisseur qu'il avait kidnappé des années auparavant. À chaque réveil, Yoon réalisait qu'il devait identifier cet inconnu, devenu le démon de ses nuits, pour se libérer enfin des ombres de son passé. Des années plus tôt, Yoon Hee-ran et James s'étaient rendus sur une petite île, visant à enquêter sur Mongguo. À l'époque de l'enlèvement, un homme avait signalé le lieu aux autorités et avait reçu une grosse récompense. Cet homme n'était autre que le père de Mongguo. 1 an après avoir empoché la prime, on retrouva seulement ses restes squelettiques. Mais Yoon Hee-ran soupçonnait que le père de Mongguo avait peut-être simulé sa mort pour fuir. Pour découvrir la vérité, Yoon décida de commencer par Mongguo lui-même. Lors d'un dîner bien arrosé, où Yoon Hee-ran le poussait sans cesse à boire, Mongguo ivre révéla que son père était mort lorsqu'il était encore à l'école primaire. Avant sa mort, il l'avait appelé une dernière fois pour lui dire d'obéir à un certain oncle. Intrigué par cet oncle inconnu, Yoon profita de l'occasion pour fouiller l'album de famille de Mongguo et découvrit un ticket d'entrée pour le parc d'attractions Séoul Amusement Park, daté du jour même de son propre enlèvement. En fouillant ensuite le grenier de Mongguo, ils mirent la main sur un vieux téléphone portable. L'historique des appels montrait que l'oncle mystérieux contactait le père de Mongguo depuis des téléphones publics, signe évident qu'il voulait masquer son identité. Yoon Hee-ran formula alors une hypothèse. Si le père de Mongguo avait été impliqué avec les kidnappeurs, il n'aurait eu aucune raison d'emmener son fils à Séoul, sauf s'il était lui-même menacé. Peut-être s'agissait-il d'un double enlèvement, où Mongguo enfant avait aussi été une victime. Son père, cherchant à le protéger, aurait été forcé de dénoncer les ravisseurs à la police, puis de remettre la récompense à ces mêmes criminels, qu'il aurait finalement fait disparaître. Le lendemain, Yoon Hee-ran et James quittèrent l'île après avoir laissé leur carte de visite à Mongguo, qui s'apprêtait à partir à Séoul pour un nouveau travail. Ils prévoyaient de lui révéler la vérité une fois le kidnappeur retrouvé. Mais une fois à Séoul, Mongguo fut victime d'une arnaque à l'emploi. Sans argent ni logement, il finit par chercher refuge auprès de Yoon Hee-ran et James, qui l'adoptèrent dans leur équipe d'escrocs. Leur nouvelle cible était un magnate de l'industrie halieutique nationale, nommé A. Selon l'enquête de Yoon, A vendait du poisson d'élevage en le faisant passer pour du poisson sauvage et mêlait de la chair des wildfish,
un poisson impropre à la consommation, dans ses produits pour accroître ses profits. Récemment, il avait également tenté de s'emparer d'une usine par des moyens illégaux. Le propriétaire de l'usine, désespéré mais soucieux de sauver ses employés, avait imploré en vain. Plongé dans le désespoir, l'homme avait envisagé de se suicider dans le fleuve Han, avant de renoncer en voyant des banderoles motivantes sur le pont. Avant de partir, il déchira une lettre d'adieu, que Yoon Yi-ran retrouva plus tard et reconstitua patiemment, découvrant ainsi la rivalité entre A et l'industriel ruiné. Peu après, une intoxication alimentaire massive toucha une école primaire. L'enquête mena directement à l'entreprise de A. Protégée par de puissants contacts politiques, A rejeta la faute sur l'usine intermédiaire, la forçant à fermer ses portes. Plus tard, feignant la générosité, A versa 30 millions de wons au propriétaire de l'usine, lui faisant croire à un geste de compassion. Mais en réalité, il avait secrètement ordonné à sa secrétaire de mettre l'usine aux enchères. Pour donner une leçon à cet homme cupide, Yoon Yi-ran et son équipe mirent au point un nouveau plan. Mong-guo, déguisé en facteur, remplaça les magazines du courrier de A par un numéro spécial conçu par leur équipe, une fausse revue de cinéma. Yoon Yi-ran avait appris que A était un passionné de films, autrefois fasciné par le cinéma de gangsters hongkongais. Il rêvait d'être un héros charismatique sauvant le monde. Autrefois, il avait prévu d'étudier le cinéma à l'étranger, mais avait dû reprendre l'entreprise familiale lorsque son père tomba malade. Fils unique, il n'avait eu d'autre choix que de renoncer à son rêve, ce qui laissa chez lui une frustration persistante. Pour exploiter cette faiblesse, Yoon Yi-ran piégea la fausse revue avec un article sur un café très prisé des cinéphiles, un lieu de rassemblement secret pour les « amoureux du grand écran », premier appât du plan. Captivé par l'article, A se rendit au café le lendemain, où Yoon Yi-ran, déguisé en propriétaire, et un réalisateur célèbre ayant travaillé sur plusieurs grands films étaient présents. Le réalisateur effleura volontairement A en passant, puis monta à l'étage pour discuter de cinéma avec des membres supposés de son équipe. En voyant le réalisateur, A fut immédiatement accroché. Ensuite, James et Mong-guo se firent passer respectivement pour un représentant d'une société de production cinématographique et un jeune réalisateur prometteur. Ils entamèrent une discussion sur un projet de film à venir à portée d'oreille de A, mentionnant un manque de fonds pour la production ainsi qu'un rôle remarquable dans le scénario pour lequel ils n'arrivaient pas à trouver l'acteur idéal. Intrigué par cette conversation de professionnels, A devint fasciné par le projet de film. James et Mong-guo laissèrent délibérément un exemplaire du scénario sur la table, que A ramassa et lut. Il découvrit qu'il s'agissait précisément de son genre favori, les films de gangsters. Profitant de l'occasion, A se présenta aux deux faux cinéastes et leur avoua son rêve inassouvi de travailler dans le cinéma. Pour lui, ce film représentait une seconde vie, un rêve qu'il n'avait jamais pu réaliser. Mong-guo et James saisirent immédiatement l'opportunité. Ils encouragèrent à investir dans le film et lui montrèrent le scénario complet. En réalité, le script avait été copié par Yoon Yi-ran dans un manuel de scénario. Pour attirer A, Yoon Yi-ran avait choisi une intrigue mélodramatique avec une touche d'amnésie, et, comme prévu, A la trouva géniale après lecture. James profita du moment pour présenter un plan d'investissement, affirmant qu'il ne manquait plus que 4 milliards de wons pour couvrir les coûts de production, espérant convaincre A, le passionné de cinéma, d'investir. Mais contre toute attente, A refusa d'investir. James et Mong-guo continuèrent à discuter avec lui, vantant l'ambition du réalisateur, qui voulait créer un film capable d'attirer 10 millions de spectateurs. Cependant, malgré toutes leurs tentatives, A resta indécis et n'investit pas. Yoon Yi-ran et son équipe étaient perplexes face à la réticence de A, mais heureusement, leurs contacts dans l'industrie du cinéma leur expliquèrent la situation. Pour un homme comme A, qui avait renoncé à son rêve de cinéma, le cinéma représentait une passion inaccessible, un amour impossible. Et maintenant, comme si cet amour de jeunesse lui avouait soudain ses sentiments et voulait sortir avec lui, A se sentait intimidé et n'osait pas franchir le pas. Ayant compris la psychologie de A, Yoon Yi-ran décida d'ajuster la stratégie pour l'attirer progressivement. Selon le nouveau plan, James invita chaleureusement à venir sur le tournage, allant même jusqu'à faire venir un acteur célèbre, afin qu'A puisse assister pour la première fois à une véritable séance de tournage. Sur le plateau, Mong-guo, jouant le rôle d'un jeune réalisateur, l'accueillit poliment et l'invita à s'asseoir sur la chaise du réalisateur pour observer. Pendant le tournage, comme prévu, l'actrice principale s'évanouit. Ensuite, James confia à A qu'à cause de problèmes de santé personnelle, l'actrice devait quitter la production. L'air visiblement désespéré,
James ajouta que de nombreuses entreprises avaient investi uniquement pour elle, et que tous les financements risquaient désormais d'être retirés. Malgré cette crise financière sur le plateau, A refusa encore de faire un investissement impulsif. Il montra des signes d'intérêt, mais sans jamais s'engager complètement, ce qui faillit rendre James et Monguo fous de frustration. Cependant, Yoon Hee-ran restait confiant dans leur prochain plan, utiliser un piège de séduction. Il se fit alors photographier pour un magazine, sous l'identité d'une nouvelle actrice venue de Hong Kong, sur le point de percer sur le marché coréen. En voyant la photo de Yoon Hee-ran dans le magazine, A appela immédiatement James, lui recommandant d'engager cette actrice pour le rôle principal. Tout excité, A se précipita pour rencontrer le réalisateur et le producteur, impatient de suggérer Yoon Hee-ran pour le rôle. Monguo et James jouèrent le jeu avec enthousiasme, affirmant qu'ils avaient eux aussi remarqué la beauté de la nouvelle venue et qu'elle avait accepté de venir tourner en Corée. Entre-temps, James glissa subtilement à que l'actrice était connue pour avoir eu des rumeurs avec des investisseurs pendant les tournages, un appât parfait pour A, célèbre pour ses penchants lubriques. Peu après, ils se rendirent à l'aéroport pour l'accueillir. Yoon Hee-ran, habillé de manière éblouissante, apparut au milieu d'une foule de fans, attirant tous les regards de A. Profitant de l'instant, Yoon Hee-ran prit les fleurs des mains de A et lui adressa un clin d'œil plein de charme. Cette nuit-là, A appela James, déclarant vouloir investir dans le film, mais à une condition. Le scénario devait être modifié selon ses préférences avant qu'il ne verse les fonds. Sachant qu'il ne pouvait plus rester passif et voyant la passion de A pour le cinéma, Yoon Hee-ran décida d'exploiter cet enthousiasme à leur avantage. Le lendemain, James et Monguo se rendirent au manoir de A. Pendant que A discutait avec Monguo, James couvrit Yoon Hee-ran, lui permettant de s'introduire discrètement dans la maison. Au cours de la conversation sur le film, A, complètement absorbé par son rôle de fan, passa la nuit entière éveillé à dessiner des storyboards détaillés et à inventer un nouveau titre pour le film, s'immergeant dans ses fantasmes cinématographiques. Pendant ce temps, James profita d'une pause toilette pour fouiller le manoir, mais ni lui ni Yoon Hee-ran ne purent trouver l'objet recherché. En réalité, Yoon Hee-ran avait choisi A comme nouvelle cible car ses recherches avaient révélé qu'un tableau intitulé Ghost Castle, qui ornait le château où elle avait été kidnappée dans son enfance, avait été acheté plus tard par A. Cependant, le tableau était introuvable dans le manoir. Yoon Hee-ran et James décidèrent alors d'adapter leur plan. Ils continuèrent à exploiter les discussions sur le cinéma, et James tenta de sonder A en lui demandant si les riches avaient souvent des pièces secrètes dans leur demeure. Mais la réponse de A fut décevante. Il affirma ne rien cacher de tel chez lui. Pendant qu'ils poursuivaient leur recherche du Ghost Castle, le nouveau scénario réécrit par A lui-même entra enfin en phase de tournage. Dans le film, l'actrice principale, incarnée par Yoon Hee-ran, joue une belle propriétaire de boutique de vêtements, qui est en réalité une combattante redoutable capable d'affronter de nombreux ennemis. A supervisé tout le tournage, au point de dépasser ses fonctions, criant sur les techniciens et les figurants comme un vrai producteur autoritaire. À mi-parcours du tournage, A été ravi du résultat. Confiant, il transféra 4 milliards de wons à James, le producteur. Lors d'une discussion sur la seconde partie du scénario, centrée sur le chef d'un gang, Yoon Hee-ran évoqua habilement le tableau, suggérant qu'il pourrait symboliser l'esprit torturé du personnage dans certaines scènes. Elle prétendit ensuite que ce n'était qu'une idée imaginaire. Mais A, intrigué par la description, déclara qu'il possédait justement un tel tableau, et qu'il pourrait le prêter à la production comme accessoire. Cependant, il posa une condition. Il voulait jouer lui-même le rôle du chef de gang, ce personnage artistique et intense. Après avoir accepté sa requête, Yoon Hee-ran et James purent enfin voir le tableau disparu depuis si longtemps, Ghost Castle. En tant qu'acteur amateur et investisseur principal, A s'impliqua profondément dans son rôle, interprétant un chef de gang extravagant mais étrangement comique. Lorsque le tournage prit fin, sous la direction de James, toute l'équipe applaudit A pour sa performance. Lors de la projection privée du film, A assista à l'événement aux côtés des acteurs principaux et des réalisateurs. Avant la séance, Yoon Hee-ran lui dit en souriant qu'il était sur le point d'entrer dans un nouveau monde, ce qu'a pris pour un compliment flatteur. Mais quelques minutes après le début du film, le ton changea brutalement. À l'écran apparurent des scènes montrant l'entreprise de fruits de mer de A, échangeant des produits locaux contre des importations douteuses. Le film révéla également ses dîners privés avec des politiciens et des avocats corrompus. Lors de ces repas, A évoqué l'affaire d'intoxication alimentaire survenue dans une école primaire. Sous les conseils du politicien, il avait décidé de minimiser les pertes et avait versé d'importants pots de vin aux politiciens et à l'avocat.
Tous ces crimes et manipulations étaient désormais exposés sur grand écran, attirant immédiatement l'attention des médias. Le politicien furieux quitta la salle et tenta de s'enfuir, mais la police, déjà sur place, l'arrêta sur le champ. Par la suite, James et Monguo firent don de nombreux biens à l'usine injustement accusée et offrirent une boîte pleine d'argent liquide au propriétaire, qui, ému aux larmes, voyait enfin sa vie reprendre un tournant favorable. Plus tard, Yoon Hee-ran donna le tableau Ghost Castle à un musée. Ce jour-là, un homme nommé Kang, architecte revenu de l'étranger, fut attiré par le tableau et resta longtemps immobile devant lui. En l'observant, Yoon Hee-ran reconnut cet homme. C'était le ravisseur de son enfance. Lors d'une conférence, Kang parla de son enfance misérable, d'une famille négligente et d'une mère battue par son père. Très jeune, il avait compris que la vie était injuste et s'était juré de changer son destin en étudiant à l'étranger, ce qui nécessitait beaucoup d'argent. Sur scène, il affirma avoir donné des cours particuliers à un enfant issu d'une riche famille d'affaires. Yoon Hee-ran comprit aussitôt que cet enfant, c'était lui-même. En le voyant parler avec passion de ses rêves d'architecte, Yoon Hee-ran jura de se venger. Pendant ce temps, chez eux, Monguo remarqua un comportement étrange chez James et soupçonna qu'il lui cachait quelque chose. Les allusions répétées de Yoon Hee-ran au tableau pendant leur mission éveillèrent sa méfiance. Il pressentait que Yoon Hee-ran et James lui cachaient un secret. Poussé par la curiosité, Monguo entra dans la chambre de Yoon Hee-ran et découvrit les murs couverts de documents et de photos concernant leurs anciennes cibles. Tout était lié au père défunt de Monguo. Sous le choc, Monguo réalisa que leurs escroqueries n'avaient jamais été aléatoires. Déchiré entre confusion et colère, il confronta Yoon Hee-ran, exigeant des explications immédiates. Face à l'interrogatoire, Yoon Yang expliqua que la mort du père de Monguo n'était pas un accident, mais un meurtre. Cette révélation rendit Monguo encore plus furieux, car il était bouleversé d'apprendre que Yoon Hee-ran lui avait caché cela pendant de nombreuses années. Pris de colère, Monguo décida de quitter Yoon Hee-ran et James, incapable d'accepter que les deux personnes en qui il avait le plus confiance les trompaient. Peu de temps après le départ de Monguo, James quitta également Yoon Hee-ran temporairement, le cœur brisé. Désormais, Yoon Hee-ran se retrouvait seule du trio, mais elle continua à se battre seule pour sa vengeance. Après une longue enquête, Yoon Hee-ran confirma que Kang, le plus grand architecte du pays, était le ravisseur d'il y a des années. Pour infiltrer son cercle, Yoon Hee-ran rassembla tous les documents de Kang relatifs à ses études à l'étranger, ainsi qu'une pile de livres d'architecture à étudier. Grâce à son QI élevé, elle maîtrisa rapidement les connaissances architecturales et rédigea même un mémoire d'architecture en très peu de temps. La firme de Kang recrutait de nouveaux architectes, et la thèse ainsi que le CV de Yoon Yang attirèrent son attention. Elle fut bientôt convoquée pour un entretien, où elle se montra parfaite. Cependant, elle reçut plus tard un appel lui annonçant qu'elle n'était pas retenue. Quelques nuits plus tard, Yoon Yang se rendit chez Kang pour lui demander pourquoi elle n'avait pas été embauchée. Remarquant que Yoon Yang fixait une photo du « château fantôme » qu'il avait prise dans une galerie d'art, Kang se souvint l'avoir déjà vue 2 fois auparavant, une fois à la galerie et une autre lors d'un séminaire. Confrontée à ces questions, Kang admit que Yoon Hee-ran était en effet plus talentueuse que les autres candidats, mais que la firme n'avait pas besoin de 2 génies. Saisissant l'occasion, Yoon Hee-ran déclara qu'elle accepterait n'importe quelle opportunité, même un poste temporaire. Convaincu de sa loyauté, Kang finit par accepter. Cependant, Yoon Hee-ran savait que de l'entretien raté jusqu'à cette rencontre du soir, tout faisait partie des calculs de Kang. Il avait eu l'intention de l'embaucher depuis le début. Ses actions visaient à forger son esprit afin de mieux la contrôler plus tard. Après avoir réussi le test de Kang, Yoon Yang entra dans sa firme comme employé sous contrat. Pendant ce temps, James noyait son chagrin dans l'alcool et rencontra par hasard la propriétaire d'un izakaya. Elle était belle, douce, et partageait un verre avec James tout en écoutant silencieusement ses peines. En quelques jours, James tomba amoureux et entama une relation romantique avec elle, allant jusqu'à lui donner 30 millions. Un jour, un homme robuste vint chercher la propriétaire de l'izakaya, affirmant qu'elle avait ruiné sa vie, et tenta même de l'agresser. James intervint à temps et chassa l'homme. Plus tard, James apprit que la femme avait autrefois été enceinte de cet homme, mais que celui-ci, irresponsable, l'avait maltraitée, provoquant une fausse couche. Malgré cela, il l'avait harcelée pendant des années. Fou de rage, James se rendit dans une salle de boxe pour défier l'homme, lui promettant une grosse somme d'argent s'il perdait, mais exigeant qu'il laisse la femme tranquille s'il gagnait. Sans le savoir, James ignorait que cet homme était un ancien champion de boxe. Lors du combat diffusé,
James était clairement dominé et ridiculisé pour son incapacité à protéger la femme. Heureusement, la propriétaire de l'izakaya arriva au gymnase, et grâce à son soutien, James retrouva courage et finit par renverser la situation, remportant le match et un baiser. Cependant, ce moment de bonheur fut de courte durée. Un jour, alors qu'il lui apportait des fleurs, James découvrit la femme en train d'enlacer un autre homme dans la rue. Le cœur brisé, réalisant qu'elle n'était attirée que par son argent, James fut anéanti. À ce moment-là, la voix de Yoon Hee-ran s'éleva doucement derrière lui. Depuis quelque temps, elle surveillait secrètement James et Mong-gu-oh, consciente de la chute amoureuse de James et de sa trahison. Depuis ce jour, James retourna aux côtés de Yoon Yang et commença à l'aider à surveiller chacun des mouvements de Kang. Pour Yoon Hee-ran, James était indispensable. Après avoir quitté Yoon Yang, Mong-gu-oh tenta de se venger de Kang à sa manière. Mais un avocat lui apprit que le délai de prescription concernant la mort de son père était expiré. Kang ne pouvait donc plus être tenu légalement responsable. Mong-gu-oh découvrit alors sur Internet que la firme de Kang recrutait de nouveaux employés, et il devina le plan de Yoon Hee-ran. Pendant que Yoon Yang et James étaient occupés, Mong-gu-oh devint administrateur dans un centre d'examen où il fit la connaissance d'un vieil homme se comportant comme un enfant espiègle, mangeant des nouilles instantanées tous les jours malgré un taux de sucre élevé, et taquinant Mong-gu-oh pour son habitude de manger du riz, le traitant de « paysan ». Récemment, certains résidents du centre se sont plaints que de la nourriture disparaissait du réfrigérateur et ont accusé un vieil homme à l'allure douteuse. Mong-gu-oh ne voulait d'abord pas s'impliquer, mais ses habitudes professionnelles prirent le dessus. Une nuit d'insomnie, entendant du bruit dans le couloir, il se rendit à la cuisine pour surprendre le voleur et découvrit que le vieil homme qui volait de la nourriture n'était autre que l'aîné, tandis que le supposé vieil homme louche était en réalité une victime. Pris de colère, ce dernier affronta le vieil homme voleur. Tentant de protéger l'aîné, Mong-gu-oh fut accidentellement poignardé par l'homme furieux. Plus grave encore, le vieil homme voleur s'effondra soudainement, pris de convulsions. Mong-gu-oh le transporta d'urgence à l'hôpital, mais lorsqu'il vint le voir le lendemain, il découvrit avec stupeur que le vieil homme apparemment pauvre était en réalité un individu très riche, hospitalisé dans une chambre VIP, avec un avocat personnel. Le vieil homme expliqua qu'il souffrait de démence, qui s'aggravait la nuit, et qu'il ne se souvenait pas d'avoir volé de la nourriture. Il avait choisi de vivre au centre d'examen parce qu'il s'y sentait en sécurité. De plus, il promit à Mong-gu-oh que, puisque celui-ci lui avait sauvé la vie, il exaucerait un de ses vœux, peu importe lequel. Pendant ce temps, Yoon Hee-ran et James poursuivaient leur plan contre Kang. Récemment, Kang était hautement estimé en tant que chef d'un projet supervisé par le ministre du Territoire, des Infrastructures et des Transports de Corée du Sud. Kang découvrit que la fille du ministre avait été camarade de classe de Yoon Yang au lycée, ce qui intrigua cette dernière. Kang avait envoyé au ministre sa maquette urbaine résidentielle méticuleusement conçue, recevant de grands éloges. Ainsi, le lien supposé avec la fille du ministre, un lien dont Kang n'avait en réalité pas besoin, fit douter Yoon Yang des véritables raisons pour lesquelles il l'avait embauché. Pour comprendre les intentions de Kang, Yoon Yang fit activement preuve de son intelligence au sein de la firme. En privé, Kang s'émerveillait de la voir plus brillante qu'il ne l'avait imaginé. Ce soir-là, Kang invita Yoon Yang à le rejoindre à un endroit, et elle accepta, pour découvrir qu'il s'agissait d'un hôtel. Étonnamment, Kang ne l'y avait pas emmené pour des raisons personnelles, mais pour rencontrer un groupe comprenant le ministre et un magnate, afin de discuter d'un projet de développement urbain au Moyen-Orient. Inquiet des intentions de Kang envers Yoon Hee-ran, James les suivit jusqu'à l'hôtel et fut soulagé de voir le ministre quitter la salle. Peu après, un président de société arriva pour prendre en charge le financement du projet. Cependant, Yoon Hee-ran fut choqué de voir Mong-gu-oh accompagner ce président. Ce dernier annonça sa retraite et présenta Mong-gu-oh comme son successeur, le nouveau directeur financier du projet. Mong-gu-oh se leva et se présenta, lançant à Yoon Hee-ran un regard provocateur. La nomination de Mong-gu-oh comme directeur financier était due au vieil homme du centre d'examen. Cette nuit-là, Mong-gu-oh s'était agenouillé sincèrement devant lui, le suppliant de l'aider dans sa vengeance. Ainsi, devenu responsable financier, Mong-gu-oh se rapprocha de Kang, l'assassin de son père, et participa aux réunions de l'équipe de Kang aux côtés de Yoon Hee-ran, attendant l'occasion de se venger. Un soir, Mong-gu-oh surprit Yoon Hee-ran et Kang semblant intimes, comme dans une situation ambiguë. Furieux, il fit irruption, pour découvrir qu'ils étaient simplement en réunion. Clairement, malgré ses rancunes, Mong-gu-oh éprouvait encore des sentiments pour Yoon Yang. Après une réunion, Mong-gu-oh et Yoon Hee-ran trouvèrent un prétexte pour rester seuls.
Yoon Yi-ran lui demanda comment il avait obtenu son poste. Mong-guo, avec arrogance, lui rappela leur statut actuel. Après plusieurs réunions, un pays du Moyen-Orient adopta finalement le plan architectural de Kang, mais demanda un délai de construction plus court. Kang jugea cela irréalisable. Lorsqu'on lui annonça que d'autres pays étaient également en lice pour le projet, Mong-guo demanda à Kang s'il était incapable de trouver une solution. Kang ricana, disant que seuls les faibles ne trouvaient pas de solution. Cette remarque troubla Yoon Yi-ran, lui rappelant un passé douloureux. Remarquant la détresse de Yoon Yang, Mong-guo s'inquiéta. Heureusement, Yoon Yang avait tout prévu. Elle présenta une solution pour réduire le temps de construction grâce à l'utilisation de nouveaux matériaux. Elle choisit ensuite personnellement une entreprise spécialisée appropriée. Kang lui demanda d'organiser immédiatement une rencontre avec cette société. Le patron de l'entreprise arriva en Corée pour la réunion et, à la grande surprise de Mong-guo, il s'agissait de James déguisé. Comme prévu, James proposa à Kang des frais de signature considérables, ce qui troubla ce dernier par le montant demandé. Pendant ce temps, le vieux président envoya un message à Mong-guo, lui affirmant qu'il pouvait l'aider à réunir la somme en 5 jours. Agacé, Yoon Yi-ran profita de la nuit pour parler en privé avec Mong-guo, lui reprochant de s'ingérer dans sa vengeance. Mong-guo refusa de reculer, affirmant qu'il mènerait sa vengeance à sa façon. Si Yoon Yi-ran n'était pas d'accord, elle pouvait quitter le plan. Yoon Yi-ran refusa également de céder, convaincu que ses blessures passées étaient plus profondes que celles de Mong-guo, et qu'elle devait donc diriger la vengeance. Les deux se disputèrent sans fin jusqu'à ce que Mong-guo déclare froidement que si Yoon Yi-ran ne cessait pas, il révélerait les mensonges d'elle et de James. Le lendemain, Kang demanda à Yoon Yang d'organiser un dîner avec le patron de l'entreprise de matériaux spéciaux, précisant que les frais de signature étaient en cours d'arrangement. Au dîner, James offrit sa meilleure prestation. Cependant, après le repas, Kang annonça qu'il avait préparé quelque chose de spécial et les emmena voir de quoi il s'agissait. Yoon Yi-ran fut presque choqué lorsque Kang lui montra un échiquier. Durant son enlèvement, des années plus tôt, Kang, masqué, avait joué aux échecs avec elle. À présent, il l'invitait à rejouer, ravivant de douloureux souvenirs. Soudain, Kang s'adressa directement à Yoon Yi-ran en l'appelant par son vrai nom. Il s'avéra que les frais de signature proposés par James correspondaient exactement à la somme dont Kang disposait. De plus, le comportement de Mong-guo durant les réunions avait éveillé la méfiance de Kang, qu'il avait suivi et découvert la dispute entre lui et Yoon Yi-ran. C'est ainsi qu'il apprit que Mong-guo était le fils de l'homme qu'il avait tué et comprit les véritables intentions derrière la proximité de Yoon Yi-ran et Mong-guo avec lui. À ce moment-là, Kang fit entrer un tueur à gages qui braqua une arme sur Yoon Yi-ran et les autres. D'un air sinistre, Kang raconta le passé à Mong-guo. Lorsque la police avait commencé à enquêter sur l'enlèvement, Kang avait modifié son plan. Au lieu de demander directement une rançon, il avait kidnappé un autre enfant, le jeune Mong-guo, qui avait à peu près le même âge que Yoon Yi-ran. Kang avait alors menacé et manipulé le père de Mong-guo pour qu'il fasse un faux rapport à la police, utilisant ensuite cela comme prétexte pour réclamer la récompense, équivalente à la rançon. Puis, pour effacer toute trace, il tua le père de Mong-guo. Dans un moment de rage, Mong-guo attrapa une arme pour tenter de tuer son ennemi. Mais Kang resta impassible, le prévenant que s'il tirait, Yoon Yi-ran et James seraient abattus. Pour protéger Yoon Yi-ran, Mong-guo ne put aller jusqu'au bout. Kang reprit facilement le pistolet et tira sur Mong-guo, qui s'effondra au sol. Yoon Yi-ran et James furent bouleversés. À cet instant, Kang reçut un appel du secrétaire du ministre, lui annonçant que les représentants du projet du Moyen-Orient étaient prêts à signer le contrat. Kang ordonna au tueur de surveiller étroitement le trio pendant qu'il allait finaliser la signature. Avant la signature, les représentants du Moyen-Orient offrirent à Kang un cadeau, une pièce d'échiquier. Puis la femme du groupe s'avança et retira son voile, révélant qu'elle n'était autre que Yoon Yi-ran. De même, l'homme enleva ses lunettes de soleil, révélant qu'il s'agissait de James. En réalité, avant même le début du plan de vengeance, Yoon Yi-ran et Mong-guo s'étaient réconciliés. Yoon Yi-ran avait versé des gouttes provoquant des larmes avant de présenter des excuses sincères à Mong-guo, qui s'était aussitôt attendri. Dès lors, il avait réintégré l'équipe. Ce soir-là, leur complice avait neutralisé le tueur engagé par Kang, puis s'était déguisé pour feindre l'exécution de ses ordres. De plus, l'arme que Kang avait utilisée était factice. Après que Mong-guo eut été touché, James éclaboussa du faux sang sur lui pour simuler une blessure par balle.
Même l'homme du Moyen-Orient avec lequel Kang avait communiqué pendant des mois en visioconférence n'était autre que James déguisé, utilisant une technologie de deepfake sophistiquée. Par ailleurs, le secrétaire du ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports collaborait également avec le groupe de Yoon Hee-ran. En effet, Yoon Hee-ran avait envoyé James approcher la patronne de l'izakaya, car elle était la maîtresse du secrétaire. Ils avaient pris des photos du secrétaire avec sa maîtresse et s'en étaient servis pour le faire chanter. Par conséquent, le secrétaire n'avait eu d'autre choix que de collaborer avec Yoon Hee-ran, James et Mong-guo. Le reste des personnes impliquées dans le plan étaient des amis ou des proches de Yoon Hee-ran, comme le vieux président, un ami intime du père de Yoon Hee-ran, la véritable raison pour laquelle elle avait envoyé Mong-guo au centre d'examen, afin qu'il se rapproche de lui. Bien qu'il ait été déjoué, Kang n'avait nullement l'intention de s'excuser pour ses crimes passés et préféra feindre l'innocence avec une extrême prudence. Heureusement, Yoon Hee-ran était bien préparé. Quelques instants plus tôt, James avait contacté un policier qui, des années auparavant, avait enquêté sur l'enlèvement. Ne pas avoir arrêté le ravisseur avait toujours été un profond regret pour cet officier. À présent, James lui envoya une vidéo dans laquelle on voyait Kang admettre ses crimes pendant la partie d'échecs. L'officier, voyant cette preuve accablante, agit immédiatement pour faire arrêter Kang. Confiant dans son impunité, Kang affirma que le délai de prescription avait expiré. Cependant, Mong-guo découvrit que Kang avait vécu à l'étranger pendant 2 ans après l'incident. Or, juridiquement, ces 2 années ne comptaient pas dans le calcul du délai de prescription. En entendant cela, Kang tenta de fuir, mais la police se lança aussitôt à sa poursuite. Réalisant qu'il avait été vaincu par Yoon Hee-ran, Kang, pris d'une rage désespérée, perdit le contrôle de sa voiture et tomba d'un pont. Quoi qu'il en soit, Yoon Hee-ran et son équipe avaient accompli leur vengeance. Pendant qu'ils célébraient leur réussite, Yoon Hee-ran proposa à ses amis de s'en prendre à une autre cible lucrative. Ses amis acceptèrent de poursuivre. Ainsi, leur voyage dans le monde de la tromperie n'était peut-être pas encore terminé. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de laisser un petit like pour soutenir le contenu. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.